Merci à tous d'être présents ce soir. Ça me fait plaisir de vous avoir, de partager ce moment de cohérence, partager ces connaissances qui nous ont fait beaucoup de bien et nous servent encore beaucoup aujourd'hui. On a le nord, l'est et le sud-ouest. Bienvenue à tout le monde. Bon, on va commencer, il est 18h05. Et déjà, merci à toutes. Je crois qu'il n'y a que des dames là, c'est ça, hein, Ah, avec nous. je pense, ouais. Bon, merci à toutes d'être là parmi nous ce soir, en fin de journée. Et déjà, votre présence démontre une volonté de transformation, un désir de mieux vous connaître, d'explorer de nouvelles manières, d'être performant. Et dans ce webinaire destiné au leadership, on parle de performance et de performance qui peut être alignée, qui peut être plus lucide, qui peut être plus humaine, de devenir un leader encore plus inspirant. Donc vraiment, c'est une invitation à ralentir, à se recentrer, à comprendre ce qui se joue en nous et à reprendre le pouvoir sur notre état intérieur. Bonsoir Palma, bienvenue. On vous inclut, on vient à peine de commencer, donc c'est le bon moment. Et on peut continuer, on va se présenter rapidement avant de commencer, de le dérouler. Oui, rebonjour à chacune, chacun. Je suis Frédéric et je suis co-créateur du programme 109 avec mon ami Antoine. Et depuis plus de 20 ans maintenant, j'accompagne des leaders, des entrepreneurs, des thérapeutes parfois, des cadres, des managers en transition ou en évolution dans leur carrière, dans leur transformation intérieure et aussi extérieure. Et les sources sur lesquelles je m'appuie beaucoup sont les neurosciences, l'intelligence émotionnelle, la méditation, l'exploration de sa vision personnelle, comment développer une vision inspirante de soi-même et se laisser porter par ses intentions. On reviendra là-dessus. Je vais laisser Antoine se présenter maintenant. Oui, bonsoir, moi je m'appelle Antoine, donc je suis collaborateur de Frédéric, et aussi ami. On s'est rencontrés, on est passionnés de transformation intérieure, de méditation, de neurosciences. On pratique des chemins parallèles, on s'enrichit, on a des conversations toujours super intéressantes. On aime travailler ensemble. Moi, je suis aussi consultant en développement personnel. J'ai été formé notamment par le docteur Joe Dispenza, par Lise Bourbeau, par ici le Samadeva. On est dans la libre université du Samadeva. Et une de mes missions, moi, c'est d'aider les individus à sortir du stress, à réguler leur système nerveux, à créer des états intérieurs propices à la créativité, à la clarté et à la transformation durable. Alors aujourd'hui, notre mission, notre but, notre intention, c'est de partager avec vous une approche concrète à la croisée de la science, de l'expérience humaine et du leadership conscient. Oui, on va essayer de comprendre ensemble ce que veut dire cette conscience. Mais d'abord, avant d'aller plus loin, tout à l'heure, Antoine vous a dit merci. Merci d'être là, merci de prendre ce temps pour vous, merci d'être avec nous. Je reviens au merci, merci d'être là, merci de prendre ce temps et je vous invite à cultiver un peu de gratitude là pour si vous pensez à quelqu'un qui vous a rendu service, quelqu'un que vous aimez, et qui vous a fait plaisir aujourd'hui, quelqu'un qui vous a simplement offert un café ou qui vous a laissé passer dans la rue, essayez d'éveiller ce sentiment de gratitude. Ressentez-le autant que possible. Et donc, après cette gratitude que nous cultivons, c'est vraiment un des outils du bonheur, un des outils de la cohérence. L'idée dans ce webinaire, justement, c'est de vous permettre de comprendre comment fonctionne votre cerveau, comment fonctionne votre cœur et pourquoi votre état intérieur est déterminant au niveau de votre performance, de votre clarté, de votre leadership. Alors, vous allez découvrir justement comment fonctionnent les ondes de notre cerveau, comment elles influencent nos pensées, nos décisions, notre niveau de stress et notre créativité. Et pourquoi nous restons souvent coincés dans un mode que nous aimons appeler le mode survie, qui empêche tout simplement la transformation, la performance, d'être aligné à ses plus belles intentions. Et surtout, nous allons découvrir comment retrouver un accès simple et rapide à des états de cohérence, de calme et d'intelligence intuitive. Ça, c'est très important. Et nous allons voir également les effets concrets de la cohérence du cerveau, du cœur sur la prise de décision, sur la régulation émotionnelle, sur les relations, sur la performance collective. Comment passer d'un état de créativité inconsciente à un état de présence alignée, capable de transformer durablement nos modes de fonctionnement. Et nous, notre but, c'est pas simplement de vous donner des informations.
On veut vraiment vous faire vivre une expérience avec des temps d'exploration intérieure, de mise en pratique et des clés très concrètes. C'est ça le but. Notre intention, c'est que vous repartiez avec des prises de conscience, mais surtout avec des outils simples, concrets, efficaces que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien, dans votre activité et dans votre vie. Bien, merci Antoine. Juste pour conclure sur ce sujet, après l'introduction d'Antoine, c'est se rappeler que la gratitude, c'est un médicament universel. C'est votre pharmacie intérieure. Elle vous permet de sécréter des centaines d'hormones qui sont anti-stress et régénératrices. Quand on dit des centaines, les scientifiques ont mesuré jusqu'à 1300 substances régénératrices qui sont sécrétées par le cerveau pour nous remettre en état. Et ça, c'est les effets de la gratitude. Beaucoup de neuroscientifiques aujourd'hui parlent de cette gratitude comme un médicament universel qui nous permet d'apaiser tout le système, alors que les états de stress, de colère, d'anxiété, etc., sont des effets stimulant l'adrénaline et le cortisol et affaiblissent votre système immunitaire. Une minute de colère, c'est à peu près 1 heure pour votre système immunitaire pour évacuer les hormones liées au stress. Et votre système immunitaire est tellement occupé avec ça qu'il ne peut pas faire son travail normal. Donc il est normal que les gens soient en mauvaise santé et vous allez comprendre encore plus pourquoi dans quelques minutes. Alors, on va souvent dans le monde de l'entreprise. Ceux qui me connaissent, vous savez qu'on intervient énormément dans le monde du travail et que beaucoup de nos clients nous disent aujourd'hui tout va vite, tout va tellement vite qu'on doit apprendre à nos managers à apprendre rapidement, être empathique, pardon, et très résilient, qu'ils soient capables d'éveiller le potentiel de tous leurs collaborateurs, le leur évidemment, mais aussi ceux des collaborateurs, de faire monter le niveau de tout le monde, d'améliorer le cerveau collectif, de devenir des leaders impactants. Et je peux encore en rajouter, tout ça pour vous dire que si on fait une belle liste comme ça, on a l'impression que ça devient le mouton à 5 pattes et que les managers et les dirigeants doivent devenir des personnes surhumaines. Et il y a un peu de ça aujourd'hui, il y a un peu de ça, mais pourquoi ont-ils besoin de ça? Quel est le contexte dans lequel nous œuvrons aujourd'hui, chacun de nous? On va parler un tout petit peu de ça. D'abord, quand on regarde au niveau individuel, la charge mentale et émotionnelle de beaucoup de managers et dirigeants des entreprises, elle est très élevée. On parle de charge mentale parce que les gens sont très préoccupés par 1000 choses. Ils terminent la semaine avec des to-do list plus grandes qu'au début de la semaine. Et il y a un nombre incalculable de sollicitations dans une semaine. Quand je dis incalculable, c'est vraiment des centaines de sollicitations quasiment en continu. Et ça crée une charge mentale, mais ça crée aussi une charge émotionnelle qui est beaucoup plus forte qu'on ne l'imagine. Parce que cette charge émotionnelle, elle suscite un certain nombre de poids, d'émotions qui sont affaiblissantes et qui pompent littéralement notre énergie. Évidemment, vous avez compris, on parle de distraction incessante, d'informations dans tous les sens, on ne sait plus par où ça vient. Le nombre de personnes qui perdent des messages parce qu'ils disent, je ne sais plus, on m'a écrit un message, je ne sais pas si c'est sur WhatsApp, si c'est sur Messenger, si c'est sur l'ordinateur, si c'est la messagerie interne, etc. Et je- on entend ça dans chacun des séminaires où on intervient. Les réglementations, la Commission européenne, hein, pour ne citer qu'elle, impose des réglementations de plus en plus strictes avec du reporting dans tous les sens. Et beaucoup de gens et d'entrepreneurs passent une partie de leur temps, non pas à s'occuper de leurs clients, mais à s'occuper à produire de la bureaucratie pour des décideurs quelque part qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne voient pas, donc ils ont l'impression d'être très improductifs, mais ça fait partie de plus en plus des choses qui prennent de la place. On demande aux gens de faire toujours plus avec moins, dans un monde dont on a l'impression qu'il devient de plus en plus complexe, avec une accélération des changements. Et si on prend le contexte plus large de guerre, de géopolitique instable, d'inflation, d'appauvrissement d'une partie de la population et concentration des richesses, une planète évidemment en souffrance, pas de visibilité à long terme pour beaucoup de gens, avenir plus qu'incertain, l'introduction de l'intelligence artificielle, vous comprenez tout de suite qu'on est dans des conditions qui sont compliquées. Et quand on demande à quelqu'un, fais super bien ton boulot, et que le matin, il entend que 12 enfants se sont fait bombarder à Gaza ou ailleurs, vous voyez que le rapport d'information est quand même compliqué. Et quand on doit nous donner le meilleur de soi
dans un monde où on a l'impression que on n'arrive pas à réconcilier les informations et les sollicitations qu'on reçoit, c'est quand même pas facile. Ce qui fait qu'on a une population qui est largement en stress chronique. On va donner quelques chiffres juste après. Souvent en colère, on ressent ça même dans nos séminaires. On accueille des gens dont l'entreprise a offert 2 jours de formation ou 3 jours, et les gens arrivent en colère, et on a besoin de démonter un peu cette colère pour pouvoir les aider à profiter du séminaire. Il faut d'abord prendre du temps pour ça, pour eux, pour essayer de les apaiser un peu pour qu'ils puissent profiter de ce qui leur est proposé. Beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, sentiment d'abandonner, de devoir abandonner pour pouvoir survivre, avec des formes multiples de déni, de fuite, chez certaines personnes qui disent j'en peux plus, j'ai pas envie de savoir, ne me parlez pas des problèmes parce que ça devient trop. Donc, compliqué à faire face aux problèmes dans ce contexte. Alors, au niveau des chiffres, c'est très simple. De façon générale, on peut retenir que la santé mentale et émotionnelle des humains en Occident se détériore. Il y a beaucoup d'autres endroits dans le monde, mais on a les chiffres pour l'Occident, États-Unis, Europe principalement. Euh, à peu près 7 personnes sur 10 sont parfois un peu plus, un peu moins selon les secteurs, selon les situations, mais sont en stress régulier, dont 39% sont en stress chronique. Ça veut dire que 4 personnes sur 10 sont en situation d'avoir un système immunitaire extrêmement défaillant, un système digestif tout aussi défaillant, parce que quand on est en mode stress, le système digestif se met un peu en veille. Donc, il digère moins bien et vous pouvez imaginer toutes les conséquences possibles que ça peut avoir sur notre vie. C'est juste énorme, 39% de la population active au travail en stress chronique. 44% des salariés se disent en détresse psychologique, d'une manière ou d'une autre, un peu ou beaucoup. Entre 2007 et 2017, plus 15% des troubles anxieux. Entre 2005 et 2015, plus 18% de dépression. Aux États-Unis, 37% des jeunes lycéens déclarent un état de désespoir par rapport à la société dans laquelle ils sont. Ils ne se reconnaissent pas dans le projet de société des dirigeants, que ce soit Biden, Trump et les autres. Ça ne change rien. En Europe, dans la population 18-29 ans, 20% sont dépressifs, 1 sur 5. 15% présentent des troubles anxieux. Et en France, on consomme à peu près 70 millions de boîtes d'anxiolytiques par an. C'est plus de 34 pilules par personne, par habitant, par an. En Espagne, on est à 45 pilules d'anxiolytiques. Je ne sais plus quelle est la protéine en question, mais vous voyez, c'est juste des chiffres hallucinants. Si on ne voit pas le mal-être avec ça, on ne le verra jamais. Alors, pourquoi c'est comme ça? Il y a de nombreuses explications, mais une explication simple qu'on essaie d'être, bon, parce que c'est notre mode de fonctionnement, on essaie de synthétiser les choses. Notre monde actuel est un monde, dans le monde du travail en tout cas, fortement orienté sur les résultats financiers. Nous savons tous que les financiers dirigent le monde, c'est pas une information neuve, et que depuis les années 90, 2000, début des années 2000, la finance a mis la main mise sur l'économie. Et les objectifs sont d'abord des objectifs financiers. Aujourd'hui, quand je pose la question à des managers, quel est l'objectif de l'entreprise? C'est faire du résultat. Euh, Derrière ça, il y a une forme de matérialisme et de consumérisme, c'est-à-dire toute chose qui peut se vendre va devenir un produit à un moment ou à un autre. Et il y a une pensée liée à ça. Toujours plus vite, domination de la nature évidemment, domination des humains autant que possible, avec de temps en temps des petites bouffées d'oxygène où il y a des gens qui dominent un peu moins que d'autres, où on laisse un peu plus d'espace, mais quand même, le mouvement général, c'est une forme de domination des humains. On pensait être libéré d'une part du travail à travers l'arrivée des technologies. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les humains subissent le travail et tout ce qui est digital devient non seulement des systèmes qui nous sollicitent d'autant plus, mais en même temps qui sont des systèmes de surveillance. Vous avez peut-être vu il y a quelques années des sociétés qui étaient des call centers. Parfois ça s'est amélioré, mais ça existe encore dans de nombreuses entreprises où les gens sont minutés. C'est-à-dire ils ont des obligations de call par heure, ils ont 3 minutes pour les toilettes, etc. Et tout ça est contrôlé, surveillé. Et ce contrôle s'étend de plus en plus partout où on va. Beaucoup de manipulation de l'information et manipulation des humains, évidemment.
l'histoire des fake news, vous connaissez. Euh, Derrière, il y a des stratégies qui sont parfois explicites, mais pas toujours. Peux-tu détailler domination des humains? Oui, domination des humains par des humains. C'est-à-dire qu'il y a des humains qui veulent utiliser simplement d'autres humains pour les mettre à leur service, pour les faire travailler. Donc, il y a une volonté de mettre les humains au service de ce qui a été décidé par d'autres. Donc, ce n'est pas une coopération, c'est une volonté d'utiliser d'autres humains. C'est dans ce sens-là que les humains sont utilisés. Ce n'est pas nécessairement une volonté explicite de tous les dirigeants, mais le résultat est souvent celui-là, malheureusement. Avec parfois, et on le voit aussi, une dynamique qui est la fin justifie les moyens, ces fameux détournements de la pensée darwinienne qui est la loi du plus fort, il faut être le plus fort pour réussir. Mais on sent en même temps que tout ça existe, que ce modèle est à bout de souffle et que d'autres modèles sont en train d'émerger, ils sont multiples et on peut les rassembler en disant qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui pensent que la qualité prévaut sur la quantité, qu'il est très important de respecter tout ce qui est vivant et d'aider le vivant à se régénérer, de permettre la croissance de la vie et l'épanouissement des humains, évidemment avec tout ce qui est diversité, décentralisation, etc., coopération avec la nature, vue plus holistique, parfois même vue plus spirituelle. Mais quel est le problème et le constat qu'on fait? C'est qu'en réalité, aujourd'hui, on est dans cette zone un peu étrange où un modèle dominant fait face à des modèles plus humains, plus respectueux, mais qui n'ont pas encore pris complètement leur place. Et on ne sait pas trop où se positionner. Donc on est vraiment entre deux. Et cet entre-deux, et beaucoup d'humains, beaucoup de chercheurs, beaucoup de sociologues avec lesquels nous collaborons, nous étudions les choses, on cherche avec eux, on mène constamment des veilles sur ces sujets, nous disent qu'on est dans une période de confusion, de peur, de perte de repères, et que ces pertes de repères créent toutes sortes de comportements euh, étranges, bizarres. Par exemple, une forme de résignation avec ce sentiment d'impuissance très fort chez certaines personnes, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont tout petits face à des systèmes qui sont juste énormes, et ils arrivent à la conclusion que à quoi bon faire quelque chose, quoi? Pourquoi je me bougerais maintenant face face à ces choses? Pour sortir de tout ça et pour sortir de cette zone grise comme ça où on a l'impression qu'on ne sait plus trop bien où on va, il y a deux axes nécessaires. Que ce soit dans le monde du travail ou ailleurs, il y a deux axes très importants. Le premier, c'est d'abord de comprendre de quoi est faite la nature humaine, comprendre nos cerveaux et apprendre à libérer le potentiel parce qu'il y a une possibilité de libérer le potentiel et de sortir les humains de ce stress dans lequel ils sont, de devenir, on aime bien ce mot, neuro-optimiste, apprendre à être des neuro-optimistes. Pourquoi des neuro-optimistes? Parce qu'on sait que le cerveau est une machine extrêmement plastique et qu'on peut, parce que le cerveau est plastique, décider d'aller bien ou les subir le stress. Mais vous avez compris que nous, on préfère aller bien. Merci. Le deuxième axe qui est important à travailler dans les systèmes humains, dans tous les écosystèmes humains, c'est comment améliorer le cerveau collectif, comment améliorer l'efficience partout où nous sommes, parce qu'il y a des possibilités d'amélioration d'efficience. Et cette situation critique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, plutôt que de baisser les bras, nous, on la voit comme une opportunité de se réinventer réellement, en essayant de comprendre qu'est-ce qui fait l'humanité. Mais encore une fois, ça demande de comprendre c'est quoi un humain et comment on peut améliorer nos systèmes humains. Vous voyez les quatre phases de transformation durable maintenant. Quand on Oui. parle de bien connaître l'humain et bien connaître les écosystèmes et chercher l'efficience, il y a nous ce qu'on appelle le cœur du moteur de notre activité, c'est de se rappeler qu'en fait, il y a toujours une partie intérieure, parfois moins visible, elle l'est parfois, mais elle est parfois un peu chantée, un peu mise de côté, et une partie extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'individu? Pour l'individu, ça veut dire que son monde intérieur, c'est son monde des valeurs, des croyances, son état d'esprit, sa façon ses croyances limitantes ou libérantes parfois, euh, ses- tous ses conditionnements, ses traumatismes, ses émotions, tout ce à quoi il pense, qui ne se voit pas nécessairement de l'extérieur. De la même façon, dans un collectif, nous avons aussi un espace intérieur qui se voit ou ne se voit pas. Il y a des valeurs qui sont vécues, qui ne sont pas nécessairement les mêmes valeurs qu'on affiche sur les murs. Il y a des missions d'entreprise, il y a des projets multiples, il y a un certain nombre de croyances qui sont liées aussi aux entreprises. Quand vous entrez dans une entreprise ou dans une autre, il y a des modes de fonctionnement, des habitudes, des façons de penser qui sont liées à une entreprise et pas à une autre.
Et on parle de culture, évidemment, culture émotionnelle, culture relationnelle. Il y a de nombreuses choses derrière ça. Et selon les pays, selon les régions, selon les entreprises, ça change énormément. Et ça a une influence sur nos actions extérieures. Donc, les actions extérieures pour un individu, comportement, relation, action. Pour un système humain, c'est toutes les pratiques, les rituels, la façon de se réunir, par exemple, les processus qui sont mis en place, les structures de l'organisation, ce qui se voit en tout cas. Mais si j'oublie la partie intérieure, et ça arrive très souvent, qu'on mette de côté cette partie intérieure, on a un gros problème, c'est-à-dire qu'on essaie de changer l'extérieur sans avoir accès à ce qui se passe à l'intérieur. Et chaque fois qu'on fait ça, on se prive d'une quantité colossale d'informations, et notamment des principaux moteurs qui régissent les comportements extérieurs. Donc on est obligé d'aller voir à l'intérieur. On n'a pas d'autre possibilité. Et cet accès à l'intérieur demande un peu d'attention, un peu de conscience, un peu de lucidité. Et moi, j'aime bien ce terme d'être un humain non indifférent, d'être un humain qui prend conscience de ce qui se passe et qui essaie de comprendre et créer des ponts entre l'intérieur et l'extérieur constamment. Alors, je vais passer très très vite sur cette diapo. On parle d'écologie humaine aussi et les raisons pour lesquelles on construit nos programmes à partir de ça. C'est juste pour vous dire que quand on parle d'écologie humaine et de leadership, on parle aussi de relations. Et la première relation, c'est quelle relation à soi on entretient. Si on a des managers, des leaders qui n'ont pas une conscience de soi suffisante, ça va être très compliqué. Donc, le premier travail à faire pour améliorer la situation, c'est d'apprendre à devenir un peu conscient de soi. Un manager stressé qui n'accepte pas de reconnaître qu'il est stressé, qui ne voit pas qu'il est stressé, il va communiquer son stress 10 fois plus que quelqu'un qui en est conscient. Juste pour faire simple. Une fois que la relation à soi est clarifiée, on est un peu lucide, même si on n'est pas parfait, on prend conscience de notre fonctionnement, la relation aux autres devient plus simple. Si vous transformez la communication entre deux personnes sans avoir un tout petit peu d'attention sur la relation à soi, c'est très compliqué. Quand quelqu'un ne s'aime pas, comment peut-il aimer quelqu'un d'autre? Posez-vous la question. Que va-t-il chercher chez l'autre? Il a l'impression que c'est l'autre qui lui doit quelque chose. Ça devient très vite compliqué. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais l'idée principale, elle est celle-là. Et une fois que ces deux relations sont mises à plat et qu'on a un peu de lucidité, tout devient beaucoup plus simple. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose encore de plus secret. Oui, tout à fait. Maintenant, on va passer à la caractéristique de notre cerveau, puisqu'on a parlé de ce webinaire qui est sur la cohérence du cerveau et du cœur. Et on va voir un peu maintenant de manière pratique comment ça fonctionne pour justement trouver en nous-mêmes cette cohérence cœur-cerveau. Et simplement, nous allons parler maintenant de ce que sont les ondes cérébrales, de manière très simple pour que vous compreniez comment les utiliser à bon escient en fonction de vos buts. Et déjà de comprendre pourquoi on parle d'ondes cérébrales, parce que notre cerveau fonctionne grâce à une activité électrochimique. En effet, chaque fois que des neurones s'activent ensemble, ils échangent des particules électriques qui sont chargées. Et ces échanges produisent des champs électromagnétiques mesurables sous forme de fréquences d'ondes cérébrales. C'est ça qu'on appelle les ondes cérébrales. Et ces fréquences ne sont pas aléatoires. Elles nous donnent des indications précieuses sur la manière dont nous pensons, dont nous ressentons, dont nous apprenons, dont nous créons, dont nous rêvons, et même sur les informations que nous intégrons ou transformons. Donc, c'est ça qui est passionnant, c'est de comprendre ces ondes cérébrales, parce qu'en les comprenant, nous pouvons mieux comprendre dans quel état d'esprit et dans quelle dynamique intérieure nous sommes. Et surtout cela, grâce à cela, on va pouvoir choisir plus consciemment l'état qui va être le plus adapté à une tâche, à un objectif ou à une transformation personnelle. Donc on va faire un petit tour et on va identifier ces ondes cérébrales qui sont favorables au changement profond, à la créativité ou encore à la prise de décision stratégique. Vous pourrez ainsi mieux piloter votre état intérieur pour aligner performance, clarté mentale et transformation durable. Donc, première onde que nous allons étudier ensemble, les ondes que nous avons lorsque nous avons la plupart du temps les yeux ouverts, ce sont les ondes bêta. Ça, ce sont des ondes cérébrales les plus fréquentes lorsque notre attention est tournée vers le monde extérieur. Et ça, ces ondes, elles sont essentielles. Elles sont associées à un état de conscience actif,
analytique et vigilant. C'est ce qui permet de nous manœuvrer, de bouger dans ce monde de la réalité tridimensionnelle, dans notre monde de tous les jours. Et nous produisons naturellement des ondes bêta quand nous sommes conscients de notre environnement, quand nous analysons, quand nous raisonnons, quand nous prenons des décisions, quand nous traitons donc ces informations de nos cinq sens. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons et ce que nous touchons. Donc, ces ondes, elles sont complètement essentielles pour fonctionner dans la vie quotidienne, pour gérer nos projets, pour interagir, pour nous adapter. Par contre, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il existe trois niveaux distincts d'ondes bêta qui ont chacun des effets très différents sur notre performance, sur notre état d'esprit et sur notre santé mentale et psychologique et physiologique et physique. On a tout d'abord les ondes bêta basses. Et ça, on le voit dans le graphique, on est entre 13 et 15 Hertz. C'est bien ça, Frédéric? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, on est dans un état de calme attentif. Là, c'est comme si notre attention, elle est soutenue, mais détendue à la fois. Là, l'esprit est logique, rationnel, mais aussi intuitif. C'est lorsque nous sommes présents, concentrés, curieux et ouverts. Là, par exemple, la plupart d'entre vous sont en ondes bêta de basse fréquence. Vous êtes devant votre ordinateur, vous écoutez tranquillement ce que nous vous racontons. Vous êtes là et c'est un état idéal pour apprendre facilement, pour résoudre des problèmes, en fait, pour être plus créatif, pour imaginer beaucoup plus de solutions. Et émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? On est présent, on est dans une certaine sérénité, un certain contentement, simplement un bien-être. On est posé en nous-mêmes. Et ça, c'est un état vraiment important de comprendre que c'est un état qui peut être optimal pour un travail stratégique, pour la réflexion et pour des relations humaines équilibrées et qui correspond à une concentration fluide et sans pression. Déjà, première prise de conscience, ce que sont les ondes bêta de basse fréquence. Ensuite, on expérimente tous le stress dans notre vie et lorsqu'on est soumis à des aléas dans notre environnement extérieur ou parfois même intérieur, lorsqu'on commence à s'imaginer notre prochaine réunion, à penser au futur, ça nous inquiète, ou à un événement passé, là, nos ondes commencent à s'accélérer et on rentre dans des ondes bêta moyennes de 15 à 22 Hertz à peu près. Là, on commence à être dans un état de vigilance beaucoup plus active. L'attention devient plus tendue, plus réactive et notre activité mentale s'accélère. On est en plein dans le faire. On doit résoudre, trouver des solutions. On passe dans l'action. Et nos ressentis, c'est plutôt ceux de la stimulation et même de l'exigence et de l'intensité mentale. Alors, ça peut être très utile. Ça, c'est très important de comprendre que chaque état a son utilité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cet état, c'est lequel se trouvent la plupart des dirigeants au quotidien. Productif, mais souvent sous tension. C'est un état qui reste fonctionnel et qui est très important et même très utile tant qu'il ne se prolonge pas ou ne bascule pas dans cette intensité excessive qui va résonner et qui va se mettre en place lorsqu'on expérimente des ondes bêta élevées. Par exemple, lorsqu'on prépare une conférence, une réunion, on peut expérimenter ces ondes bêta de moyenne fréquence et ça nous stimule, ça nous prépare, ça nous met en action, ça nous met dans cet état de vigilance, on est prêt, le corps s'aligne à cette préparation et au fait de pouvoir être au mieux, de manière optimale, prêt à délivrer du contenu, par exemple. Ce qui devient plus problématique, et encore une fois, ça ne l'est pas quand c'est à court terme parce que c'est aussi très utile, mais ça devient problématique lorsqu'on expérimente trop souvent et trop longtemps ces ondes bêta élevées. Là, les ondes bêta commencent à accélérer, on passe de 22 à 30 Hertz, donc on est pratiquement 3 fois plus élevé
que des ondes bêta de basse fréquence. C'est énorme. Et là, les ondes bêta élevées, ce sont ces ondes du mode survie. Là, on est en stress et on perd complètement notre clarté. Là, c'est comme si notre cerveau tournait à plein régime. C'est comme si on était en surchauffe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme disait Frédéric en début de conférence, contrairement à la gratitude où on reçoit plus de 1300 substances chimiques qui régénèrent notre corps, là, notre corps est inondé de substances chimiques du stress, de l'adrénaline, du cortisol. C'est comme si on entrait dans un état de surstimulation, de rumination, de peur, de colère, voire d'anxiété chronique. C'est ce qu'on expliquait en début. Et la plupart des gens, vous vous rendez compte que 70% du temps dans nos sociétés, les gens sont en état de stress et sont sous l'influence de ces ondes bêta élevées. Là, on l'a vu, on expérimente tous ces états de peur, colère, dépression, tristesse, impatience, agressivité. Et ce qu'il faut bien comprendre pour des leaders qui gèrent des personnes, c'est que dans ces états, on ne peut plus être efficace. On est uniquement réactif. C'est comme si notre cerveau, il était en mode survie. Il n'y avait plus que trois options, celui de fuir ou combattre ou se figer, se cacher. Et là, on ne crée plus, on ne fait que réagir. Et là, on ne décide plus du tout avec clarté, on fait que survivre. Et c'est comme si de tous les potentiels qui existent, on choisit toujours les pires scénarios. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on pense survivre. Donc, ça, c'est très important. Devenez conscient de ça en tant que leader, ou même dans vos familles, dans vos vies. Lorsqu'on est sous l'influence de ces ondes bêta, c'est très difficile d'être créatif, de communiquer, d'être empathique, de nous concentrer, d'apprendre de nouvelles idées. C'est très difficile de prendre du recul. C'est très difficile, tout simplement, de se transformer et de devenir une version un peu plus posée, un peu plus sereine, un peu plus créative de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que notre cerveau est complètement verrouillé. Il est dans un état de conservation et il cherche uniquement à gérer une menace. Comme je vous disais, une menace qui est parfois réelle, mais qui est bien souvent créée par le fruit de nos pensées. Et le corps et le cerveau, lorsqu'on imagine un pire scénario dans notre futur, où on ressasse encore une dispute que nous avons eue dans notre passé, notre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle qui génère une émotion et une émotion qui est le résultat de nos pensées. Qu'est-ce qui se passe en entreprise? Ben, il y a plus de conflits, plus de décisions précipitées, plus d'erreurs, plus de jugements, de culpabilité, de conflits, et il y a moins de productivité, moins de confiance, moins d'esprit d'équipe et moins d'innovation. Et ça, c'est très important. Et justement, afin de conclure cet état des ondes bêta, un bon leadership ne se maintient pas dans ces ondes bêta élevées. Il s'exprime dans un équilibre entre présence, lucidité, calme et acuité mentale. Donc, comme vous le voyez, lorsque nous apprenons à reconnaître ces états, réguler notre activité mentale de notre cerveau, ça peut devenir une clé vraiment puissante pour évoluer d'un mode qui est celui du mode survie, de la réactivité, à un mode beaucoup plus créatif, un mode de création consciente, un monde beaucoup plus inspiré pour trouver de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. Lorsque vous êtes en bêta, élevé, plus que trois options, fuir, combattre ou se figer. Lorsqu'on expérimente du bêta de basse fréquence, et maintenant on va le voir, des ondes alpha, là on s'ouvre à beaucoup plus de possibilités. Donc on peut repartir sur notre tableau, on va étudier maintenant quelles sont ces ondes alpha. On peut revenir sur la diapo d'avant et décrire justement que les ondes alpha sont très différentes. Elles se manifestent lorsque notre attention commence à se détourner du monde extérieur pour se tourner vers notre monde intérieur. Et lorsqu'on arrive à passer à ce monde intérieur,
c'est comme un état de transition entre la vigilance active et des états plus profonds de calme, et parfois même de méditation. Lorsque nous sommes et nous expérimentons ces ondes alpha, nous sommes beaucoup plus calmes, nous sommes beaucoup plus créatifs. Notre mental qui analyse tout le temps commence à ralentir. Nous sommes dans un état de relaxation consciente. Et là, ce qui est extraordinaire dans cet état, c'est que nous commençons à imaginer, à trouver de nouvelles solutions. C'est comme si on était un peu dans cet état méditatif et on commence à envisager de nouvelles possibilités. Et là émergent de nouvelles idées sans effort. Et c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à être beaucoup plus créatifs. Et il y a même des personnes comme Einstein, on raconte que Albert Einstein, il cherchait à se mettre dans ces états. Il posait des questions d'une grande valeur intellectuelle, scientifique, et ensuite on raconte qu'il se mettait sur une barque au milieu d'un lac et qu'il regardait le ciel et qu'il se mettait dans cet état d'imagination, de créativité, et là, il pouvait accéder à beaucoup plus de potentiel en lui, trouver des réponses auxquelles il n'aurait jamais eu accès s'il était simplement dans ces ondes bêta de haute fréquence. Ces ondes alpha, elles ont une fréquence beaucoup plus basse, mais vous voyez quand même très proche des ondes bêta de basse fréquence. On est aux alentours du 8 à 13 Hertz. Et là, on est beaucoup plus détendu physiquement et mentalement. On a une certaine sérénité émotionnelle. On peut se relaxer, on n'est plus dans ce mode survie, on n'a plus l'impression qu'on est poursuivi par un lion ou par un T-Rex tout le temps. Non, on est vraiment dans ce mode de relaxation, de relâchement. Les tensions dans notre corps s'apaisent. On est dans cette créativité, je le répète, cette créativité naturelle sans la forcer. Et c'est une pensée qui est beaucoup plus intuitive, qui est beaucoup plus directe, et on n'a pas forcément à analyser. Notre concentration est beaucoup plus fluide, sans effort ni distraction. Et donc, pour vous, ce qu'il est important de comprendre, c'est que quand je peux faire une activité qui me détend, qui me relaxe, on va en faire une, pratiquer une tout à l'heure. Quand j'arrive à me calmer, et là, c'est idéal dans ma vie, dans mon travail, pour prendre du recul face à des situations qui sont complexes, pour favoriser l'émergence de nouvelles idées, pour stimuler ma créativité, mon imagination et préparer mon esprit à de nouvelles décisions stratégiques ou même parfois à me poser des questions de qualité pour savoir comment je peux mieux évoluer dans ma vie. Et pour les dirigeants, pour les leaders, c'est essentiel d'accéder à cet état alpha parce que c'est retrouver une zone intérieure de calme, de clarté qui nous permet d'accéder à l'intuition. Contrairement aux ondes bêta, les ondes alpha ouvrent notre esprit à des nouvelles connexions, à des solutions nouvelles, créatives, à des perceptions subtiles que l'on ne percevrait pas lorsqu'on est sous stress, dans un état de tension. Et vraiment, les grands leaders ne se contentent pas justement de réagir, ils imaginent de nouvelles solutions, ils créent des visions nouvelles. Et pour cela, il est important de savoir ralentir, se connecter à cet espace intérieur où peut surgir cette inspiration. Ensuite, continuons notre aventure dans les ondes cérébrales. Les ondes θ. Quand est-ce qu'elles apparaissent, les ondes θ? Elles apparaissent lorsque nous sommes dans cet état entre l'éveil et le sommeil. Par exemple, vous êtes en train de regarder votre télévision le soir, vos yeux se ferment, on expérimente ces ondes θ. C'est quand le corps est profondément détendu, voire endormi, mais que l'esprit, le mental, reste éveillé et conscient. Et ça, c'est par exemple ces états qu'on trouve en méditation, qui est utilisé lors de l'hypnose, lors d'expériences intérieures. Et c'est un état très utile et très intéressant que nous, on utilise et on va vous guider plus tard dans des méditations, dans notre webinaire, dans notre programme 109. Grâce à la méditation, vous pouvez reprogrammer votre subconscient. L'esprit devient beaucoup plus perméable, ouvert, sans résistance.
vous avez accès direct au subconscient, sans filtre. Et c'est une capacité à reprogrammer nos croyances, à avoir accès à une créativité beaucoup plus intuitive, à une clarté profonde, à une perception élargie, bref, à se reconnecter à soi, aux autres, et même à quelque chose d'encore plus grand. Et ça, c'est très important parce que grâce à ça, nous pouvons désapprendre des schémas, des croyances obsolètes et réinstaller de nouveaux programmes mentaux. Et c'est ce que nous faisons beaucoup dans notre programme 109 pour se déprogrammer d'anciennes habitudes, de comportements, de pensées, d'émotions et pour se connecter à de nouvelles habitudes et intégrer des changements durables, de nouveaux réflexes émotionnels, reconfigurer ces pensées automatiques, ces vieux schémas de pensée pour accéder à de nouvelles manières de voir la vie et même visualiser un futur désiré avec une intensité émotionnelle comme on va le pratiquer dans quelques instants. On va conclure avec les ondes delta. Les ondes delta de manière très simple. Ce sont les ondes cérébrales les plus lentes et les plus profondes. Et elles sont importantes parce que ce sont ces ondes du sommeil profond. Lorsque notre conscience est totalement éteinte, et notre corps peut ainsi se réparer, se régénérer et se rééquilibrer. Et c'est très important euh, d'être dans ces ondes delta, même quand on est leader, parce que justement, nous pouvons dormir profondément et ainsi on peut se recharger. C'est indispensable à notre performance consciente. Dans cet état, le corps se répare, le cerveau fait le tri, consolide nos apprentissages, le système immunitaire se renforce et nous nous préparons inconsciemment à plus de clarté et de disponibilité pour le lendemain dans toutes nos activités. C'est vraiment quelque chose d'important et on le sait que un sommeil profond nous conduit justement à cet état où on est beaucoup plus dans la clarté, contrairement à un sommeil perturbé où on connaît plus la fatigue, des troubles cognitifs, des baisses de la concentration, de l'attention, de l'énergie, à une irritabilité qui peut être accrue et même, à long terme, nous amener au burn-out, à des crises de panique, des crises d'anxiété, à des décrochages émotionnels. Donc vraiment, en tant que leader, de prendre conscience de l'importance de ce sommeil profond réparateur, c'est ainsi prendre soin de son potentiel créatif, cognitif et émotionnel. Et vraiment, c'est pas un luxe que de bien dormir, c'est un levier qui est vraiment stratégique. Donc, en tant que leader, ou même dans vos vies à utiliser, comprendre ces états, ces ondes, c'est choisir le bon état au bon moment. C'est optimiser votre efficacité sans vous épuiser. C'est favoriser des états de créativité, de clarté et de vision, développer ainsi un leadership aligné où l'on agit depuis un espace de conscience et non un espace de réaction. Un bon leader ne cherche pas seulement à faire plus, mais à être dans ce bon état pour créer encore mieux. On va passer à la diapo suivante où là on voit justement quelques signaux clairs qui indiquent que vous êtes, que nous sommes dans des ondes bêta élevées. Peut-être vous allez vous reconnaître dans certains de ces symptômes. On est souvent épuisé, on vit une fatigue chronique, on s'agace facilement, on pense trop, on ressasse, on essaie d'anticiper, on est toujours dans l'action, dans cette agitation mentale, on connaît ces tensions physiques, ces crispations. C'est comme si ce stress était devenu un mode de vie et même de survie, normalisé. On prend des décisions et la prise de décision est beaucoup plus compliquée, hâtive, ralentie. On perd complètement notre créativité, notre empathie, notre capacité de nous ouvrir aux autres, de communiquer. Et je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais cet effet de procrastination, de papillonner, de ne pas aller au fond des choses, on a besoin de stimulation constante. C'est comme si on devenait accro à cet état de stress. Et on l'a vu, notre sommeil devient complètement perturbé. Et notre langage aussi devient plus rapide, voire précipité, comme on l'expérimente parfois dans certaines réunions. On continue avec une petite diapositive là qui nous montre justement ce qui se passe concrètement dans notre cerveau quand nous sommes dans un état de stress ou dans un état de création.
À gauche, vous pouvez voir le cerveau non stressé. Là, vous voyez comment les différentes zones communiquent de manière fluide, communiquent de manière cohérente. Vous voyez comment le cortex préfrontal, au centre de nos décisions, de notre réflexion, de notre créativité, reste pleinement actif. Et ce cortex préfrontal, il pilote nos pensées, nos émotions, nos actions avec clarté, avec calme. Le cerveau fonctionne alors comme un tout complètement unifié. Il y a de la clarté, de la sérénité, une vision élargie. Et là, dans ces zones, dans cet état, le cerveau peut créer, peut innover, peut prendre du recul, peut trouver des solutions nouvelles. Par contre, à droite, vous voyez le cerveau stressé. Les connexions sont complètement désorganisées. Les signaux sont désynchronisés. L'amygdale, qui est le centre de la peur, de la survie, prend complètement le contrôle. Et là, vous voyez ce cortex préfrontal dont on parlait, il est mis à l'arrière-plan. Là, le cerveau est complètement compartimenté. Il y a moins de contrôle sur nos pensées, nos émotions, nos réactions. On bascule, on est dans ce mode réactif, avec un focus réduit, une agitation intérieure. On répète quoi? Les schémas du passé. On rejoue le connu et on a peur de ralentir. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans un état de stress chronique, le cerveau ne peut pas innover ni transformer quoi que ce soit. Il ne fait que gérer, survivre et réagir. Cela limite énormément nos capacités de leadership conscient, de création et de transformation personnelle ou collective. Et dans cette nouvelle diapositive, vous voyez comment cet état de non-cohérence cœur-cerveau, on l'a vu 70% du temps, nous sommes dans nos sociétés occidentales dans cet état de stress, de bêta moyen ou bêta élevé, autrement dit en tension, en analyse, en anticipation, sous pression. Cela crée une addiction chimique aux hormones du stress. Le corps n'a plus confiance, ne veut plus être dans le calme. Et là, c'est le corps qui prend le contrôle, qui dirige, et c'est non plus votre mental, votre cerveau, c'est non plus votre conscience, c'est le corps dans toutes ses habitudes. Et alors, il est impossible de créer, d'innover ou de se transformer durablement. Alors que dans la cohérence cœur-cerveau, à l'inverse, on peut cultiver des états comme la joie, la gratitude, la sérénité. Le rythme cardiaque devient beaucoup plus cohérent. Le cerveau se stabilise et nous avons accès plus facilement aux états de bêta basse fréquence, alpha et même theta. Ces états nous donnent plus de clarté, d'intuition, de calme et de créativité. Et c'est là le meilleur que nous pouvons être, le meilleur de nous-mêmes, tout ça peu énergie. Maintenant, quand notre cœur et notre cerveau entrent en cohérence, ce n'est pas juste une sensation de calme ou de bien-être. C'est un état qui est mesurable, qui a des effets puissants sur notre performance, notre clarté et notre manière de prendre des décisions. On peut gagner en clarté mentale, notre concentration s'améliore, les idées deviennent plus fluides, les décisions plus rapides, plus justes, notre vision devient plus globale, on perçoit mieux les enjeux à long terme, les interactions subtiles, les signaux, et on régule naturellement notre état émotionnel. Le stress, l'anxiété diminuent, on sort de ce mode urgence permanente et on connaît plus, on expérimente plus de stabilité intérieure. On devient plus résilient face au stress, à la pression, moins facilement déstabilisé par les sollicitations et les imprévus. Et notre santé physique aussi s'améliore, notre cœur bat de façon plus harmonieuse, le système nerveux se régule et on dort mieux. Je sais que parmi vous, il y en a qui peuvent connaître des problèmes de sommeil. Ça nous aide vraiment à trouver un sommeil plus apaisé. Nos relations deviennent aussi plus fluides. On est capable d'écouter davantage, on est plus empathique, plus disponible émotionnellement. Et cela, dans nos équipes, ça renforce la cohésion, les dynamiques de coopération. Lorsque nos équipes expérimentent ce type d'état, il y a beaucoup plus de communication, de collaboration.
d'envie de contribuer. La performance globale, et même dans nos familles, dans nos amis, dans nos groupes auxquels nous appartenons, cette performance, cette capacité de coopération s'optimise. On agit avec plus d'équilibre entre action et discernement, entre rigueur et créativité. Ce n'est donc pas un état de passivité, c'est un état de haute performance alignée où l'on fonctionne à partir du bon endroit, au bon rythme, avec le bon niveau de conscience. Alors maintenant, après toute cette belle théorie, toutes ces belles idées, concrètement, comment créer plus de cohérence intérieure et éviter de prendre et de perdre inutilement notre énergie? C'est très simple. Et on va vous guider justement dans un exercice pour expérimenter cela. Tout d'abord, comment y arriver? On commence par clarifier qui on veut être en posant une intention claire. Ensuite, on va apaiser notre cœur grâce à une pratique de cohérence cardiaque. Et enfin, on va le voir, on répète encore et encore pour ancrer durablement cet état. Alors maintenant, nous allons mettre en pratique justement cette cohérence entre le cœur et le cerveau, afin que vous puissiez expérimenter à quel point il est facile et accessible d'y accéder, afin que vous puissiez le répéter facilement chez vous. Donc pour commencer, je vais vous guider, je vais vous demander de simplement, tout d'abord, poser une intention claire. Notez de manière très simple une qualité ou une émotion ou une valeur que vous souhaiteriez développer davantage en vous, dans votre vie, dans vos relations, dans votre activité. Simplement prenez un instant et dites-vous, quelle est cette qualité dont je veux plus dans ma vie? Ça peut être plus de paix, plus de joie, plus de clarté, plus de confiance, plus d'élan, plus de respect. Notez simplement cette qualité. Ça, c'est la première étape. Notez une de ces qualités et gardez bien cette émotion vivante dans votre esprit. Et maintenant que vous avez noté une de ces qualités, que votre intention est donc posée, nous allons mettre ensemble votre cœur en adéquation avec votre mental. On va pratiquer un exercice très simple de cohérence cardiaque et je vais vous guider. Tout d'abord, je vous invite à vous redresser peut-être un petit peu sur votre chaise, une posture à la fois droite, à la fois relaxée. Peut-être que vous pouvez aussi poser les deux pieds bien à plat au sol. Et ceux qui veulent, fermez les yeux. Et je vous invite tout d'abord à prendre un moment pour noter dans quel état vous êtes maintenant, ici et maintenant, sans jugement, simplement noter dans quel état vous vous trouvez dans l'instant présent. Et maintenant, je vais vous guider dans la respiration. Et nous allons respirer sur un rythme régulier de 5 secondes à l'inspire, puis 5 secondes à l'expire. Je vous guide. Et on commence par inspirer. 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire. 1, 2. Et on inspire. Et on expire. Et on inspire. Et on expire. Et on inspire. Et on expire en comptant jusqu'à 5, 3, 4, 5. Et maintenez au mieux ce rythme.
Je vous laisse maintenant maintenir ce rythme, un rythme cohérent. Vous inspirez en comptant jusqu'à 5 et vous expirez en comptant jusqu'à 5, à votre propre rythme. Trouvez votre rythme, trouvez votre tempo. Et tout en conservant ce rythme, tranquillement, je vous invite à ressentir la qualité que vous avez choisie tout à l'heure. Laissez simplement monter en vous cette émotion, cette qualité, cette valeur, et imaginez, ressentez que cette qualité vit déjà en vous. Si cela vous aide, vous pouvez simplement penser à un souvenir, une personne, un lieu, un moment où vous avez déjà ressenti cette qualité pleinement. Prenez votre temps et ressentez-la dans votre corps. Ressentez peut-être la joie, la confiance ou la tranquillité. Prenez le temps de l'accueillir dans votre corps. Et maintenant que vous la ressentez, ça peut être peut-être simplement à un niveau de votre corps, prenez le temps pour respirer avec cette qualité, avec cette émotion, avec cette valeur, et peut-être même étendre sa zone de manifestation dans votre corps. Peut-être même la ressentir dans l'ensemble de votre corps, peut-être même dans les différentes cellules, dans vos cellules, et pourquoi pas même au-delà, dans l'espace qui est tout autour de vous. Prenez le temps, ce temps pour vous, et restez quelques instants là, dans le moment, dans cet état, en respirant tranquillement, avec cette émotion, cette sensation. Laissez-vous habiter par cette émotion que vous venez de créer, simplement avec votre intention, simplement en étant présent. Et quand vous êtes prêt, maintenant, vous pouvez revenir doucement à vous, ouvrir les yeux, simplement noter comment vous vous sentez maintenant, après simplement quelques minutes de pratique. Peut-être que votre état s'est transformé. Donc, comme je vous disais, on vient d'être coupé, déconnecté une nouvelle fois. Et heureusement qu'on a fait cette cohérence cardiaque. Comme ça nous permet de mettre en pratique et de voir que, comme je vous disais, tout ça, ça nécessite simplement de l'entraînement pour retrouver cet état à tout moment, de l'ancrer de plus en plus facilement en nous et de le faire rayonner même autour de nous. Et pour ça, ça demande un peu d'entraînement. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais quand je partage avec mes amis, certains me disent, moi, je m'entraîne pour être un bon marathonien, un bon surfeur. Moi, je leur réponds, moi, j'essaie de m'entraîner tous les jours pour cultiver plus de paix, plus de gratitude, plus de confiance en moi. Ah, on a réussi. Les deux réseaux sont tombés là, donc on galérait un peu à se reconnecter. Donc là, je suis maintenant connecté avec mon téléphone. Euh, on a deux Wi-Fi dans l'enceinte où nous sommes et les deux Wi-Fi sont tombés. Ça marche En pas tout cas, merci d'avoir patienté, de ne pas être passé en onde bêta élevée, de vous être énervé, d'avoir maintenu votre calme. Bon, si, et on sait qu'il est tard, on a dépassé le temps, mais si vous avez une question, une remarque, une chose, on est preneur, on est à votre écoute. Voilà, n'hésitez pas. Il semblerait que la connexion tienne un peu.
Donc, n'hésitez pas, si vous avez un partage, une question, c'est le moment. Enregistrement pour- Est-ce, est-ce que vous pourrez nous donner quelques autres exercices pour développer ces ondes-là Oui, alors là, je ne sais pas sur oui. quelle onde on est là quand on fait cette cohérence-là. On descend très vite chez la plupart des gens, ça se teste, hein, mais on descend assez vite en bêta bas, voire en alpha. C'est très difficile sur un exercice rapide comme on le fait là avec un écran, etc., d'être en θ. Merci pour ce moment de calme et recentrage, c'est toujours efficace, mais il ne faut pas oublier de le faire. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier de le faire. Et c'est bien une des difficultés qu'on travaille beaucoup avec les personnes qu'on accompagne, c'est de les aider à en faire une habitude de vie. Comme on se brosse les dents, ben, il faut prendre aussi une douche émotionnelle, une douche intellectuelle, une douche énergétique, tout ce qu'on veut pour faire en sorte que le système fonctionne bien. Il faut le réapprendre parce que c'est des techniques qui sont étonnamment connues ou qui étaient connues. Elles sont enseignées dans différentes traditions, sous des formes différentes souvent, mais elles étaient connues et réellement pratiquées comme des hygiènes de vie. Donc, il faut qu'on les retrouve. Notre société a perdu le contact avec ça et on essaie de retrouver le chemin vers ça. Voilà. Et comment pratiquer? Par exemple, Sylvie, il suffit de penser à une difficulté. Tu vois, on fait l'inverse d'abord. Tu penses à une difficulté, un problème, un truc qui t'agace, un truc qui t'irrite, un truc qui te met hors de toi. Pense à ta chef. Non, pardon. Oui, c'est ça. Mais tu vois, pense à quelque chose qui te convient pas, qui te Ouais. met dans un état où c'est pas sympathique. Quand tu es connecté à ça, mais quand ça arrive vraiment, tu peux faire exactement la même chose. Et je t'invite à le faire si dans les prochaines heures, prochains jours, tu ressens un état de stress, un état de colère, d'agacement, de peur, d'anxiété, ou quoi, tu fais l'exercice suivant. L'exercice est très très simple. Tu souris vraiment. Et c'est maintenant, souris vraiment, tu tires les zygomatiques et tu tiens 10 secondes. Tu comptes, comme ça, 10 secondes. En fait, ton cerveau ne peut pas tenir la fabrication d'hormones du stress si tu fabriques un sourire avec tes muscles, parce que le sourire avec tes muscles envoie un signal à ton cerveau qui est à l'inverse de ce que ton cerveau est en train de faire. Ton cerveau il est obligé d'intégrer cette information. Et tout d'un coup, il arrête de produire ces hormones du stress et naturellement, tu descends un tout petit peu tes ondes cérébrales. C'est hyper simple. Mais comme Karine l'a dit, à condition de pratiquer. Mais c'est tellement simple que la plupart des gens disent j'y crois pas. Sauf quand on les a obligés à le faire. Et c'est ce qu'on apprend dans les séminaires 109 entre autres. Là, on est en train de travailler avec Antoine sur la production de deux nouveaux séminaires. Un séminaire intensif de 3 jours pour des particuliers et un séminaire qui sera destiné à des dirigeants, des leaders. Et ce sera pour 2026, mais on est en train de préparer ça. On travaillera ça beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sortiront du séminaire, ils auront pris les bonnes habitudes pour pratiquer ce genre de choses. Et on ira beaucoup plus loin parce qu'on a des méditations plus avancées, plus longues, où on s'entraîne à rester dans ces états pendant 20, 30, 40 minutes. Et quand on fabrique ça pendant 30 minutes, on répète intérieurement avec des méditations guidées, on s'entraîne à descendre, descendre, descendre. À un moment donné, on commence à sentir que ça devient un peu nous. Et on a envie de toucher à ça parce qu'on sent les bienfaits que ça peut apporter. Et quand on arrive à ça, le gros du travail est fait parce que quelque part, on a envie de regoûter à ça. S'entraîner un tout petit peu pour aller rechercher ce plaisir-là, pour qu'on sache que quand on fait ça, on va éveiller en nous quelque chose qui est agréable. C'est pas un devoir, c'est pas un truc où ah, il faut que je fasse ma cohérence cardiaque, il faut que je nanana. Parce que sinon ça tient 3 semaines et après on passe à autre chose, on oublie. Il faut qu'on goûte au plaisir de ça. Et une fois qu'on a goûté au plaisir, on se dit, ah ouais, je connais le chemin vers ça, je sais comment y aller. Ça ne veut pas dire qu'on va pas oublier, mais au moins on retrouve assez facilement le chemin vers ça. Et il suffit d'un petit rappel extérieur pour dire, ah, j'y retourne. Et l'idée, vraiment, c'est de vous accompagner, notamment dans nos programmes, pendant des périodes qui sont conséquentes, 3 jours de séminaire et après pendant un mois. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive à répéter ces nouvelles pratiques, ça devient des habitudes et c'est devenu même une nouvelle manière de fonctionner. On ne se rend même pas compte que le soir, en allant se coucher, on va pratiquer 3 minutes de cohérence cardiaque en se rappelant de toutes les choses pour lesquelles on est en gratitude dans la journée. Et après, c'était tellement bien et c'est des choses qu'on peut vraiment ancrer dans notre quotidien et qui ont un vrai impact sur la qualité de notre vie. Les zygomatiques, je ne connaissais pas, donc c'est bien, ça m'en fait un nouveau. Moi, celui que j'utilise beaucoup, c'est la grande respiration, la lâchée, l'évacuante. Mm, mm, mm.
Parce que celle-là, elle est rapide aussi et elle permet de dégonfler le tout. Bon, et après, bien sûr, un peu de cohérence cardiaque, la marche, le yoga. Mais et c'est vrai qu'on dit souvent, tiens, sous la douche, j'ai eu cette idée-là. Pourquoi? Parce que on n'est pas en sursollicitation à ce moment-là, et il y en a plus beaucoup de moments dans la journée où où on ne l'est pas. Et c'est des moments où finalement, effectivement, on réalise que la créativité arrive puisque les idées arrivent. Mais Ouais, comme on est en sursollicitation tout le temps, on laisse plus ces espaces-là. c'est ça, on est Ouais. embêté. Mais en même temps, enfin, on se dit que c'est pas long faire de la cohérence cardiaque, tout ça, quand ça vient de l'ordre du réflexe, on n'y pense même plus. Maintenant, pour la santé, enfin, on doit faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'injonctions quand même. Et mine de rien, dans une journée de travail, quand on a placé faire un peu ses courses, sa cuisine ou ramasser ses légumes dans le jardin pour bien cuisiner, parce que faut bien manger se coucher tôt et se pas lever se lever pas trop tôt pour bien dormir, faire son activité physique 3 fois 30 minutes par machin, voilà, faire son appareil pour ses rides et tout le bazar. Eh ben, finalement, quand on cumule, on se dit c'est 5 minutes, ça... Eh ben, ça prend quand même du temps. Faire un petit peu d'activité avec ses mains, faire un petit peu de marche pour sa vision de loin. Enfin, voilà, je blague, mais en fait, les injonctions sont quand même nombreuses. Et donc, il faut aussi prendre celles qui vous font le plus de bien. Moi, le rapport effet-bénéfice. Et c'est pour ça qu'on adopte les bonnes pratiques. C'est que si on voit qu'il y a un bénéfice rapide et on a tendance à adopter, mais chacun aussi a les siennes. Donc Oui, voilà, parce que sinon on peut en faire beaucoup et on passe notre vie aussi à en faire, quoi. c'est tout à fait juste et c'est important de créer son rituel ou ses rituels le Ouais. plus simple possible et en même temps de ne pas laisser la vie mécanique Mm. avec nos réflexes obsolètes parfois ou inadaptés prendre le pas parce qu'on a tendance aussi à tomber dans la mécanicité qui nous fait fonctionner automatiquement. Et pour moi, une des ressources qui était extrêmement précieuse et aidante et qui ne prend pas de temps, c'est de décider de mon ambiance émotionnelle. Et c'est-à-dire, peu importe ce qui arrive, j'ai des mauvaises nouvelles, je me donne le droit à des émotions négatives 3 minutes, quelles qu'elles soient. Et après 3 minutes, je dois prendre une décision, c'est je reste là-dedans, je passe à ce que j'ai décidé, à qui j'ai décidé d'être. Par émotion négative qui arrive. C'est-à-dire que si je suis en colère, agacé, etc., j'ai le droit de l'être, je le reconnais, je l'accepte, mais après ça, je reste pas dedans. Et c'est pas venu par hasard, ça fait partie des ressources aussi qui sont d'ordre du biohacking, mais qui sont enseignées aujourd'hui par certaines personnes qui vulgarisent les neurosciences et qui nous disent qu'on peut s'entraîner, préparer sa journée le matin à l'ambiance émotionnelle dans laquelle on veut être tout le reste de la journée. Donc on peut conditionner son cerveau dès le matin pour préparer sa journée et répondre à ces états qui vont venir, parce qu'on ne peut pas savoir s'il y a des bonnes ou des mauvaises nouvelles toute la journée. Il y en a des bonnes et des mauvaises qui vont venir, et on sait qu'à un moment ou un autre, même si on a des très bonnes journées et qu'on se prépare bien, il y a quand même des mauvaises nouvelles qui arrivent. Et ce qu'on n'attend pas, eh bien, c'est d'être capable de revenir à ce qu'on a décidé d'être. Et ça permet d'économiser une quantité d'énergie juste colossale. Parce que le nombre Mm. de... Frédéric, du coup, c'est très inspirant ce que tu me dis. Je fais un lien là avec la journée qu'on prépare. Oui, Et je me dis que vraiment là, ça me parle là, de préparer son intention. Parce que moi-même, je le suis évidemment, mais j'essaye de faire ce switch le plus qu'il est possible. Parce que conscience, etc. Mais c'est aussi compliqué parfois. Mais dans le monde qui va très vite, etc., où on va nous demander de plus en plus, vu la transformation qu'on vit là, de trouver des solutions, d'être agile, etc., enfin la tarte à la crème, quoi. Je me dis que ça, tu vois, ça me parle. Ça me parle pour moi, ça me parle pour mes collègues, quoi. Parce oui, que on va être beaucoup dans la demande de recherche de solutions et pas de complaintes, tu vois. Et oui, comment switcher rapidement tout en se respectant soi. Parce que moi, quand tu me dis ça, je me dis que moi, je me respecte en décidant d'accepter cette émotion. Je respecte ça. Je la nie pas. Et en même temps, je me dis, bah, il faut aussi avancer, quoi, parce qu'on n'a pas le choix. Et du coup, cet exercice me parle. Voilà, je faisais un coq à l'âne, Frédéric, pour qu'on en reparle.
Ben, je ne sais pas qui est le coq et qui est l'âne, mais en tout cas, j'ai bien Je veux compris. bien être l'âne. Merci. Moi aussi. Mais en tout cas, oui, c'est ça, c'est ça. C'est cette capacité à prendre sa vie en main. Et ça crée un niveau de résilience qui est très étonnant. Et c'est pas très compliqué à faire. C'est pas très compliqué à faire. Ça demande simplement de comprendre un tout petit peu comment fonctionne la nature humaine. C'est ça qu'on disait, les deux axes, comprendre l'humain et comprendre qu'on peut agir comme ça. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière cette connaissance-là? C'est que les émotions qui se manifestent dans notre journée, elles sont aussi conditionnées. Et si c'est conditionné, ça veut dire qu'on peut les déconditionner. Mais on doit Mm. d'abord les accueillir, d'abord les accepter. Mm. Pas les déconditionner en disant je les rejette. Ça marche pas. Elles ont eu leur raison d'être. C'est lié à une mécanique intérieure. Mais c'est lié à notre Ouais, culture, notre enfance. Souvent, entre 0 et 7 ans, on a ancré des milliers de réactions qui continuent de se perpétuer jusqu'à 110 ans. Après 110 ans, ça peut changer.